Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à la revue des grandes unes de ce lundi 14 juin 2021. Allons tout de suite en kiosque avec la revue de presse. Les journaux parus ce matin et parvenus à notre rédaction. Démarrons donc avec le quotidien. La nouvelle expression qui parle de restriction de visa. 33 personnalités dans le viseur. Les États-Unis ont annoncé des sanctions contre ceux qui perpétuent la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest. Plusieurs ministres et personnalités de la haute administration sont sur la liste. On peut le découvrir donc dans les colonnes du journal, notamment en page 3, évidemment, journal qui parle de 33 ministres. Vous verrez donc la liste qui part du Premier ministre chef du gouvernement, ministre de la Défense, les officiers généraux, les gouverneurs de région, ainsi que les membres, les ministres et même chefs traditionnels sénateurs, à découvrir donc dans les colonnes du quotidien, la nouvelle expression qui parle aussi des Français qui manifestent à Kribi, dénoncent l'assassinat de leurs compatriotes tués par des inconnus dans la nuit de jeudi à vendredi dernier à son domicile. SDF Frundi sauve aussi. Le NEC a rejeté la proposition du SDF littoral pour vice de forme après un veto du chairman, écrit le journal. De même que le journal évoque aussi cette lettre de l'ingénieur financier Babi Sakana qui écrit au chef d'État et de gouvernement de la zone CEMAC de revoir la coopération monétaire avec la France et faire notamment l'état des lieux des réserves depuis 1955 dans le trésor français. Voilà pour ce qui est donc du quotidien. La nouvelle expression, le journal L'œil du Sahel parle de l'extrême nord, plus d'1 milliard de francs CFA pour entretenir le tronçon de Maroua Mokolo, un tronçon qui était déjà complètement délabré avec des nids de poules partout. 1 milliard 20 millions serviront donc à essayer de réhabiliter cette route qui est très sollicitée, notamment sollicité par la circulation des gros camions venant du sud en direction du Tchad. De même que le journal parle aussi du nord, la route qui fait 15 morts depuis janvier 2021. Et puis le journal parle aussi de football en Arabie Saoudite avec notre compatriote Vincent Boubacar qui signe pour près de 4 milliards de francs CFA pour son nouveau club. Il quitte donc la Turquie pour l'Arabie Saoudite. Le quotidien Mutation parle de loi de finances correctives adoption à la césarienne, indique le journal. Les débats ont achoppé sur l'endettement du Cameroun jugé lourd et improductif. Les explications du ministre des Finances aux députés à lire dans le journal. Et puis le journal parle aussi de Joshua aussi qui échappe au 8-2. Babi Sakana qui écrit au chef de l'État de la CEMAC pour revoir la coopération monétaire et faire l'état des lieux des réserves des États de l'Afrique centrale au Trésor français. Le journal Émergence parle des sanctions américaines, tout savoir sur la liste des personnalités visées. L'ambassade des États-Unis qui se prononce. Les internationalistes Wana Emmanuel Boumakor et Romuald Framakmvo expliquent l'impact des restrictions des visas. Le journal parle aussi de ligne de transport d'électricité de 225 kVA, ce qui va changer dans le réseau interconnecté sud. À voir, de même que le journal évoque aussi le fichier solde de l'État. 132 personnes affrontent le contrôle supérieur de l'État pour s'expliquer sur certaines irrégularités observées dans le touchement des salaires. Le journal indépendant parle du financement du tourisme. 3 mécènes inculpés aux États-Unis. Le quotidien Le Jour parle d'examen officiel. Remous autour du baccalauréat général. Les candidats ont découvert avec étonnement certaines épreuves. Les explications d'un inspecteur de pédagogie dans le journal. Qu'en 2021, une délégation de la CAF arrive à Yaoundé ce jour, notamment avec en tête le secrétaire général de cette institution pour s'assurer de l'état d'avancement, évidemment, du stade Olembe. Stade Olembe abritera-t-il la CAN, le match d'ouverture de la CAN et le match d'ouverture et de clôture de la CAN. La grosse question reste en tout cas, cette émission arrive à Yaoundé à partir de 13h. Le journal Repère parle de gouverner, Cameroun gouverner sur haute instruction. Le journal indique évidemment que le président de la République tient rarement des conseils de ministres pour donner des directives des instructions aux membres du gouvernement, transformant du coup son principal collaborateur, le secrétaire général de la présidence de la République, comme un courroie de transmission, mais d'aucuns rechignent
à les mettre en œuvre, y voyant plutôt une initiative personnelle de ce dernier. Les lois des finances rectificatives, comment le FMI chamboule le budget 2018, écrit le journal Repère. Le quotidien Cameroun Tribune, statut spécial du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, les médiateurs de tous les espoirs, écrit le journal Neutralité, impartialité, lutte contre les discours haineux, prise en charge des desiderata des populations sans distinction aucune, sont au rang des premières attentes exprimées par les populations à la suite de la nomination des Public Independent Conciliators, dont l'une des missions est d'examiner et régler à l'amiable les litiges opposant les usagers à l'administration régionale et communale. Le journal Intégration parle de Covid business au Cameroun. La galaxie Mohamed Dabo écrit le journal. Le journal indique évidemment que pour s'adjuger des marchés de livraison des tests de dépistage du Covid-19 d'un montant de 52,5 milliards de francs CFA, l'homme d'affaires camerounais a bénéficié des soutiens aussi bien de l'ambassadeur de Corée du Sud au Cameroun que des autorités du pays. Le journal parle aussi de la monnaie commune de l'Afrique centrale, le franc CFA disqualifié. Le journal indique que le moment est venu de restaurer la vérité et la sincérité des chiffres de nos avoirs en or, au moins depuis 1955, date de la création de l'Institut d'émission de l'Afrique équatoriale française et du Cameroun, jusqu'en 1978 par un audit indépendant par les chefs d'État et de gouvernement de la CEMAC, plaide Babi Sakana, l'ingénieur financier. Le financier d'Afrique parle d'Assemblée nationale, les fonds opaques des réseaux parlementaires et ses financements multiformes octroyés aux députés pour des causes qu'ils défendent ne sont pas traçables, écrit le journal. Le journal de l'économie parle de l'Allemagne invitée à accompagner le secteur privé. Le journal Le Soir parle de revitalisation du commerce au premier semestre 2021, le doigté du gouvernement salué par l'Institut national de la statistique. De même que le journal évoque aussi le secteur des assurances avec des mauvaises pratiques qui ont fait florès dans ce domaine. Le scandale de la sous-tarification des primes d'assurance au Cameroun doit interpeller les autorités en charge du secteur en vue de son assainissement. Cette activité gangrénée par des mauvais élèves qui ont fait de la fraude, du faux et de la contrefaçon leur lot quotidien. Voilà pour ce qui est donc de la revue de presse de ce matin. Place à présent avec nos invités du lundi. Bernard Batana, bonjour et bienvenue à la revue des Grandes Unes. Bonjour Jean-Paul Chouinat, bonjour Thierry Niopel. Good morning Nord-Ouest, good morning Sud-Ouest. C'est un plaisir d'être là. Le plaisir est renouvelé de parler des choses de la cité. L'actualité qui vous a marqué? Bon, l'actualité qui m'a marqué cette semaine, c'est vrai qu'on n'est pas coutumier le lundi à nous rappeler l'ossature même de cette émission. C'est que même dans la presse d'aujourd'hui. Oui. Bon, c'est surtout l'arrestation des 32, la liste des 32 personnalités qui sont dans le viseur, des 33 personnalités qui sont dans le viseur. Je crois qu'on en reviendra au cours de cette émission. Thierry Niopel, bonjour et bienvenue à la revue des Grandes Unes. Je rappelle que vous êtes un directeur de publication et directeur aussi d'une chaîne de télévision. Merci Jean-Paul Juniat, merci également à Bernard Batana à qui j'envoie la proteste. Ce que vous dites est exact. C'est un plaisir d'être là ce matin. L'actualité que vous a marqué? Oh, il y a plusieurs sujets parce que au-delà de toutes ces casquettes, je reste et je demeure journaliste. J'ai l'habitude de le dire. Le plus important, c'est le métier que j'ai appris et c'est le métier que j'exerce avec beaucoup d'entrain, beaucoup de plaisir. Donc, il y a beaucoup de sujets. On peut parler du SDF, on peut parler de cette fameuse liste de 33 personnalités interdites de séjour aux États-Unis, comme si c'était la panacée, comme si on avait l'obligation nécessairement d'aller aux États-Unis. Mais en réalité, cela ouvre également la voie à d'autres choses, à la résolution de la crise anglophone qu'on espère. On espère effectivement que cette sortie pourra permettre que les choses bougent de ce côté. Donc, il y a des sujets, il y en a énormément sur lesquels nous pourrons... Vous avez déjà tracé le sillon de l'émission. On démarre donc par cette première actualité, la liste des 33 personnalités visées par des sanctions américaines selon le Cameroun Concord News. Thierry Niopel, est-ce que dans cette liste de personnalités, ces restrictions de visa peuvent véritablement contraindre ces personnalités à jouer un rôle déterminant dans la résolution de la crise anglophone?
En réalité, on n'a pas besoin d'attendre effectivement que l'on arrive à cette décision-là, parce qu'en réalité, les personnalités en question, le Premier ministre, le chef du gouvernement, n'a pas l'obligation de se rendre aux États-Unis en dehors des rencontres diplomatiques. Et quand il s'agirait d'une rencontre diplomatique, il est clair que les différentes instances prendraient des mesures qui s'imposent justement pour permettre que cette restriction du visa ne s'applique pas réellement. Donc les relations bilatérales entre les États sont, le général de Gaulle l'avait souligné avec beaucoup d'emphase, ce sont des relations empreintes d'intérêt et non, ce n'est pas une affaire d'amitié, non, c'est une affaire d'intérêt. Donc quand les intérêts des États-Unis se sentiraient quelque peu menacés ou que le Cameroun aurait tout intérêt à collaborer ou à coopérer avec les États-Unis, je crois que les choses pourront bouger dans ce sens. Mais je continue à croire que la résolution de la crise anglophone n'a pas besoin justement de ce genre de sortie. C'est un impératif catégorique. Il faudrait que la crise anglophone soit résolue. J'ai parmi les collaborateurs que j'emploie au quotidien une jeune dame qui, depuis pratiquement 8 mois, n'a pas de nouvelles de sa petite sœur. On ne sait pas ce qu'elle est devenue, elle n'est pas chez ses amis. Toutes les démarches ont été menées là-dessus auprès des autorités policières, administratives, mais on n'a pas de suite là-dessus. A-t-elle été happée, a-t-elle été tuée, on n'en sait pas grand-chose. Et au quotidien, vous voyez comment cet enfant doit cravacher dur, à la fois pour surmonter cette douleur-là, la douleur qu'éprouvent ses parents au quotidien, justement, à la suite de cette disparition, parce que c'est encore plus difficile, parce qu'on ne sait pas si la personne est décédée, si elle est séquestrée, qu'est-ce qui s'est passé, a-t-elle été décapitée. Donc, c'est l'une des réalités palpables, justement, de cette crise, qui ne sont pas de nature à susciter, justement, qui sont de nature, je dirais, qui sont de nature, mais c'est ce que je dis. Sont des faits, effectivement, qui sont de nature à susciter l'empathie, et nous pousser effectivement à demander aux autorités camerounaises de tout faire pour que la résolution de la crise anglophone soit un impératif catégorique. On n'a pas besoin que les États-Unis viennent nous dire ce qu'il faudrait faire, ou taper du poing sur la table, ou dire que le Premier ministre, le ministre de la Défense et le ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République n'iront pas aux États-Unis. Ces gens, si ce n'est que par rapport à cela, n'en ont que cure. L'Afrique, le monde entier n'est pas constitué que des États-Unis peuvent aller partout dans le monde et pas seulement aux États-Unis. Donc, pour moi, ce n'est pas un problème là-bas. Il faut qu'on aille au-delà de cela. Que ceux qui sont censés gérer les Camerounais, je l'ai toujours dit, doivent être des patriotes, doivent mettre les intérêts de la République au devant de la scène. Et je crois qu'à partir de là, les choses pourraient avancer. Et même, il ne faudrait pas que ces États, notamment les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne et les autres, se limitent à ces affaires de restriction. Il y a effectivement des États-Unis qui ont commencé à condamner quelques Camerounais qui auraient financé le terrorisme. Je crois que si on frappe du poing sur la table en demandant justement à ceux qu'ils hébergent dans leur territoire de cesser de faire justement ce qu'ils font, parce que ces gens ont accès aux armes. C'est vrai qu'on va pas dire que parce qu'on a tué quelques policiers qu'on a arraché les armes, que ce sont ces armes qui permettent de faire la guerre. Non, il y a des gens qui financent le terrorisme et les États-Unis l'ont démontré. Il faudrait donc qu'on mette un doigt là-dessus et qu'on les frappe, qu'on les sanctionne. Je crois que cela participerait également à calmer quelque peu le jeu. Bernard Batana, quand on observe de près cette liste des personnalités indexées, je vois là par exemple le préfet de la Magnou. Le préfet de la Magnou, quel rôle a-t-il pour mettre fin à la... Peut-il jouer dans la fin de la crise anglophone? Non, moi je pense que l'affaire des listes là est si sérieuse qu'on le dit ici sur le plateau. Parce que lorsqu'on plante le décor, on les recrute à la présidence de la République, au premier ministère, comme dans tous les ministères de souveraineté. On les recrute dans les forces armées et police. On les recrute parmi les députés, c'est-à-dire les représentants de la nation, de la nation. On les recrute même dans la presse. On les recrute même dans la presse, dans les universités et au niveau même des impôts. Monsieur Chouniat, c'est grave. On ne peut pas passer par perte et profit cette alerte que les Américains donnent. Nous ne pouvons pas, nous sommes dans ce qu'on appelait le village planétaire. On ne peut pas prendre cette action des États-Unis par perte et profit.
Thierry vient de dire ici tout à l'heure que les personnalités indexées n'en ont que cure. Mais non, si nous sommes dans le village planétaire, monsieur Niopé, et nous devons vivre avec les États-Unis. Les États-Unis, c'est un partenaire économique. Ils peuvent allier à cette menace des sanctions économiques. Ce qui n'est pas fait. Vous pouvez vous imaginer ce que cela veut dire que les Américains disent qu'ils suspendent toute action économique avec le Cameroun, mais c'est d'une extrême gravité. Et c'est d'autant plus grave que tous, c'est des gens qui sont aux affaires et qui ont la fortune publique entre leurs mains. On ne peut pas dire que non, les Américains, ils ne doivent pas. Non, nous pensons qu'il faut prendre cette action des Américains au sérieux. Si tant on dit que nous sommes dans un village planétaire et que l'Amérique, c'est un partenaire privilégié, ça peut s'accompagner de sanctions économiques. Et vous ne pouvez pas vous imaginer ce que les sanctions économiques des États-Unis peuvent faire à notre économie, qui est une économie qui cherche encore ses marques. Et dans tout ça, il n'y a que le président de la République n'est pas visé. La présidence est visée. On a cité le ministre secrétaire général de la présidence. Qui n'est pas président de la République. Non, il s'agit ici des gens qui représentent des institutions. Le gouvernement est là. Les forces armées et polices sont là. Les universités sont là. Et la presse même, comme je l'ai dit tout à l'heure. Je pense que les autorités, les décideurs de ce pays doivent prendre cette alerte des Américains au sérieux. Il ne s'agit pas de crier là qu'on est un État indépendant. On ne saurait vivre en 2021 en autarcie. Ce n'est plus possible. Thierry. Oui, je commence à comprendre que Bernard n'a pas compris ma position. Je veux dire, les États-Unis ont cette puissance, effectivement, cette capacité à pouvoir nuire au Cameroun d'une manière ou d'une autre. Mais je continue à croire que ce ne sont pas ces seules sanctions qui peuvent faire bouger les lignes, Bernard. Je l'ai dit, il faut aller au-delà. On devrait aller au-delà. Mais ça commence d'abord par là. Bernard, le cri d'alarme est là. Il est tout à fait clair que la crise anglophone, je l'ai dit tout à l'heure, je vis cela au quotidien, Bernard. Ça fait 5 ans que nous sommes je vis cela au quotidien et je sais ce que c'est. Et je continue à croire que la crise, la résolution de la crise anglophone, je l'ai dit tout à l'heure, devrait être un impératif catégorique. Mais c'est depuis 4 ans qu'on le dit, Bernard, c'est la raison pour laquelle que d'appliquer seulement, pour moi, ces sanctions assez restrictives, c'est assez minimal. Si le Conseil des Nations avait pris des sanctions notamment économiques. Les États-Unis avaient pris des sanctions économiques comme ça avait été le cas avec le Cuba et d'autres puissances mondiales. Je crois que là, on aurait parlé de signal fort. Mais on ne devrait pas attendre, Bernard Batana, c'est ce que je dis, que les États-Unis lèvent le doigt, lèvent le poing ou tapent du poing sur la table pour qu'on ait un début de solution. Le gouvernement de la République a l'habitude de dire effectivement qu'il est dans cette logique-là. C'est la raison pour laquelle il y a eu un grand dialogue national. Vous vous rappelez, mais cette grande messe, jusqu'à présent, n'a pas donné grand-chose. Le chef de l'État vient de signer. Le chef de l'État vient de nommer deux médiateurs, je crois, du côté nord, un au nord-ouest, un au sud-ouest, pour essayer une fois de plus de décrisper cette atmosphère. Parce qu'au-delà justement de ces médiateurs-là, il y a eu le grand dialogue national. Au-delà du grand dialogue national, il y a eu la Commission nationale pour le multiculturalisme et le bilinguisme pilotée par l'ancien Premier ministre Peter Mafani-Moussonguer. Mais les choses n'ont pas beaucoup évolué. C'est la raison pour laquelle il faudrait justement que les uns et les autres, et même les États-Unis sont concernés, Bernard, je te le dis. Puisqu'ils prennent des mesures à l'intérieur. Tu ne peux pas comprendre qu'ils sont concernés. Ces mesures de l'intérieur doivent davantage être prises. Notamment pas seulement les États-Unis. J'ai cité la Grande-Bretagne, j'ai cité la France, j'ai cité tous les partenaires économiques du Cameroun. Vous l'avez dit, le monde est un village planétaire. Donc, c'est cette synergie de forces-là qui pourrait effectivement permettre la résolution définitive de cette crise. En tout cas, voilà qui est bien. Mais l'Amérique a déjà commencé, vous minimisez. On n'a pas minimisé. Non, on n'a pas minimisé. Ça dit qu'on ne se comprend toujours pas. C'est pas une question de comprendre. Au moins, ce dont on est sûr, c'est que ces 33 personnalités ne vont pas aux États-Unis toutes les semaines. Ce n'est pas une question d'aller aux États-Unis. C'est une question de sanctions. Vous savez, c'est des personnalités, je vous dis qu'ils sont à la tête des institutions
on peut avoir d'une manière ou d'une autre une aide à travers cette institution. En tout cas, nous ne minimisons pas cette restriction des visas décidée par le gouvernement de Joe Biden. Parlons d'un autre sujet à présent. Il s'agit du SDF. Bernard Batana, le SDF qui a donc tenu le NEC s'est réuni pour décider sur le cas de Joshua aussi. Évidemment que le journal a titré que le NEC ni John Founi sauve Joshua aussi. Ce que l'honorable Jean-Michel Nithieu attendait. Malheureusement, ce n'est pas ce qui est arrivé. Vous, comment vous avez observé cette actualité? C'est tellement le cœur battait en attendant la résolution. Pour mieux appréhender cette actualité, il faut faire un recul dans le temps. Le SDF, à l'ouverture démocratique, s'était présenté comme une force alternative au pouvoir de Yaoundé. En 1992, le SDF a fait 35,95% des suffrages à l'élection présidentielle. Quand on arrive à l'élection présidentielle de 2018, le SDF fait 3%. Le SDF avait 43 députés en 1997. Aujourd'hui, ils n'en ont que 5. Le SDF a évolué en marche arrière. La raison essentielle, c'est l'application du 8-2. Le 8-2 a fait plus de mal au parti. On a eu le départ des gens comme Basile Kando. C'est-à-dire que dans toutes les strates dirigeants du SDF, on a eu des départs. On a eu des départs comme celle de Foupoussi, de Charlie Gabriel Ngwop, de Basile Kamdoum, de Mahamat Souleymanou, de Maïdadi Sadi, qui étaient des cadres du parti, qui tiraient le parti vers le haut. Mais en raison d'un 8-2, dont la disposition est laconique, on dit il est exclu automatiquement du parti. Celui qui mène une activité politique à l'encontre de la crédibilité du parti. C'est laconique. Et pour cette raison... Ce n'est pas bien défini. Et pour cette raison, on a coupé des têtes. Et l'OSDF a perdu de sa substance à cause du 8-2 qui était fait suivant la tête du client. Nous disons ici, parce que nous sommes des notaires de l'histoire, parce que nous sommes des sentinelles de l'action politique de ce pays, nous disons ici qu'on n'attend pas cela du SDF. On attend du SDF le parti qui a fait rêver des jeunes en 1992. Lorsque le président Ni John Founi s'engage à restructurer le SDF, il y a une mission particulière qu'il a donnée au président de provincial du SDF. De remobiliser les troupes, de refaire revenir le SDF comme le parti de l'action. Que le SDF reprenne ses lettres de parti de l'action. Et selon vous, c'est ce que Jean-Michel Nithieu fait? Mais c'est ce qu'on attend de Jean-Michel Nithieu. Mais plutôt, ce qu'il dit, c'est qu'il faut enlever. Il faut que le président, le premier vice-président parte. Nous, ça ne nous intéresse pas. Et puis la preuve, c'est que ça n'a pas donné. Qu'est-ce qu'il faut attendre maintenant des deux hommes, entre Jean-Michel Nithieu et Joshua aussi? Qu'est-ce qu'il faut attendre de leur action au sein du SDF? Certainement. Ils ne regardent plus dans la même direction. Ils ne regardent plus certainement des pots de banane. Nous disons au SDF que ce n'est pas cela qu'on attend. On attend une émulation démocratique dans ce pays-ci. C'est ça qu'on attend. On n'attend pas d'arbitrer les batailles intestines. C'est de cela qu'il est question. Thierry Nyompé, à votre avis, Jean-Michel Nithieu désavoué? Nous l'avions dit quand l'affaire a débuté en mai, que c'est une bataille à fleuret moucheté entre deux personnalités d'une formation politique. De fortes personnalités. Qui, en principe, sont en train de bagarrer pour la succession du chairman de ce parti politique. Ni John Founi, vous savez, qui ne sera plus candidat à une quelconque élection. Il sera certainement président d'honneur dans les jours qui suivent. Et le premier vice-président,
de cette formation politique. Joshua aussi, effectivement, est en bonne posture, ancien candidat à l'élection présidentielle, même comme le score a quelque peu fait moustiller au sein du corps social. Jean-Michel Nitieux, qui est l'une des têtes va-t-en-guerre, je dirais, de cette formation politique-là. Donc, on peut comprendre. Jean-Michel Nitieux veut qu'effectivement, la formation politique reste ce qu'elle avait été. Ce qu'elle a été au début de sa mise en branle, alors qu'entre temps, les choses ont beaucoup évolué. Et parfois, les combats se déportent sur des réseaux sociaux, notamment dans la page Facebook. Un parti ne se gère pas comme ça. Un parti a nécessairement un organe délibérant. Vous ne trouverez jamais les sorties du chairman du SDF n'importe comment, à l'emporte-pièce dans les réseaux sociaux. Donc, en réalité, c'est cela. Il aurait fallu que l'honorable Jean-Michel Nitieux accorde plus de tempérance. D'ailleurs, on le rapproche de plus en plus du mouvement pour la renaissance du Cameroun, qui est également un parti frontal. Donc, Jean-Michel Nitieux est resté dans cette dynamique frontale-là, alors que Joshua aussi est assez tempéré. Il a, d'une manière ou d'une autre, parfois accompagné les parlementaires du RDPC, parce qu'il demeure d'abord un élu du peuple, des parlementaires du RDPC dans la prise de décision, notamment contre certaines puissances dans le cadre de la crise anglophone. Est-ce que tout à l'heure, Bernard Batana évoquait un 8-2 laconique, notamment mener des activités qui vont à l'encontre de l'idéologie et l'idéologie et la philosophie du parti. Est-ce que le fait que Joshua aussi ait signé cette fameuse pétition adressée aux sénateurs américains... On ne peut pas s'interférer dans la résolution de la crise anglophone. Voilà déjà que les États-Unis s'interfèrent d'ailleurs en prenant ces restrictions contre les autorités camerounaises. Est-ce qu'on peut la considérer, est-ce qu'au regard du 8-2, cette activité peut être considérée comme une activité anti-idéologique du SDF? Non, un parti n'est pas un calendrier. Il faudrait dire que l'idéologie n'est pas un calendrier. Elle peut évoluer en fonction des circonstances, en fonction des obligations. Et Bernard l'a dit tout à l'heure, nous sommes un village parlementaire. À l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas tout ce que l'on peut imaginer aujourd'hui. Donc, il y a eu beaucoup d'évolutions. Il faudrait justement que l'on comprenne que la décision, le couperait, comme on l'appelle, le coupe-tête du côté du SDF, ne devrait pas nécessairement être appliqué parce que le parti perd des cadres, perd des énergies terribles, importantes. Et ces cadres s'envolent généralement avec beaucoup de militants. Il a cité beaucoup de noms, il a oublié notamment Edith Kabawala. Ce sont des gens qui ont d'une manière ou d'une autre apporté du leur et ce sont même ces mêmes gens qui ont créé d'autres formations politiques et dissociant d'une manière ou d'une autre, affaiblissant l'opposition camerounaise. Donc, si on était arrivé justement à avoir tous ces cadres-là à l'unisson autour de cette formation politique, on aurait certainement eu une opposition beaucoup plus forte, beaucoup plus dynamique. On a vu une formation politique qui a créé, qui vient de naître là, organiser un meeting avec moins de 20 personnes, ce qui a eu au sang. Alors que ce président national, dont je ne dirai pas le nom, était un cadre du SDF. Au-delà d'avoir été cadre du SDF, il a été également un cadre dans une autre formation politique, le MRC, pour le citer. Donc, ce sont des énergies qui se dispersent et que le RDPC gagne nécessairement, non, parce que ne récupère pas nécessairement, mais récupère en matière de dislocation, parce que plus on divise, plus on renforce la force du parti au pouvoir. Bernard Batana, même comme le gendarme l'antenne là. Bon, il va nous donner 2 secondes. Moi, je pense que par rapport à cette histoire, on devait d'ailleurs féliciter Joshua aussi. Le mec parle de vice de forme. C'est-à-dire que le fond est bon, c'est la forme qui pose problème? Non, je vous ai dit tout à l'heure là que la disposition même 8.2, si moi je pouvais donner un avis, c'est que le SDF enlève cette disposition. Parce qu'elle a fait plus du mal au parti. Et elle continuera de faire du mal au parti. Cher monsieur, merci pour cette première livraison de lundi, pour votre disponibilité. Mesdames, messieurs, c'était tout pour cette édition de la Revue des Grandes Unes. Restez scotchés sur les programmes d'Equinox Télévision.